Le fait de disparaître est devenu un phénomène aux multiples facettes, ce qui ajoute un niveau de complexité. À une époque moderne où la technologie et la surveillance sont devenues la norme, on pourrait s'attendre à ce que certains de ces mystères soient résolus instantanément, mais ce n'est pas le cas. Il existe de réelles craintes que l'affaire impliquant Johan Sion Lawaki, un homme de 38 ans qui, en 2024, vivait à Dargaville, en Nouvelle-Zélande, soit dans une impasse et qu'elle devienne bientôt une affaire non élucidée. Sa famille, désespérée de trouver des réponses, affirme avoir pleinement confiance en la police néo-zélandaise et reste optimiste quant à la résolution de l'affaire. Pour susciter de nouvelles pistes et informations, des images de vidéosurveillance ont été publiées. Le 2 août de cette année-là, les restes de Johanna ont été retrouvés sur la plage de Rapiro, entre les plages d'Omamari et d'Aranga, et il est immédiatement apparu aux enquêteurs qu'elle avait été victime d'un acte criminel. Une enquête pour homicide a été ouverte et des informations rapidement communiquées au public. La police a annoncé qu'elle recherchait les vêtements de Johanna, qui comprenaient un t-shirt blanc Nike, un pantalon Everlast de couleur sombre et des chaussures rouges Adidas à enfiler. Ils n'ont également pas pu retrouver sa voiture et ont demandé au public de rester attentif à un Mitsubishi Outlander noir. Ils ont ajouté qu'à un moment donné, le véhicule était garé à l'entrée menant à la plage d'Omamari, puisqu'il y a été vu par des témoins vers 19h le 1er août de cette année-là. Bien que les enquêteurs n'aient pas divulgué beaucoup plus d'informations sur l'affaire, ils ont demandé à toute personne apercevant un Toyota Hilux plateau blanc de 2012 avec des cages pour chiens à l'arrière de les contacter, car ils pensent que le véhicule pourrait être lié au décès de Johan. Johan et sa famille fréquentaient souvent la plage où elle a été retrouvée, mais la police n'a pas précisé si elle savait pourquoi elle s'y trouvait la nuit de sa mort. Il a été suggéré qu'elle avait quelques problèmes à la maison et qu'elle avait donc décidé de dormir dans sa voiture pendant un certain temps, mais cela reste une spéculation car aucune preuve définitive de cela n'a été trouvée jusqu'à présent. Les médias ont appris que plusieurs personnes étaient interrogées sur l'incident. Mais la police n'a pas divulgué de nom de suspect, ni commenté les rumeurs selon lesquelles un membre de la famille de Johan pourrait être impliqué dans son décès. Ils se concentrent actuellement sur la recherche des vêtements de Johan et sur la reconstitution des déplacements des deux véhicules. Ils essaient également de déterminer qui conduisait les véhicules la nuit où Johan a perdu la vie. De plus, il n'a pas été clairement établi si sa vie a pris fin sur la plage où elle a été retrouvée ou si elle y a été transportée par quelqu'un après les faits. Les informations indiquent que la veille, Johan, Jared et leurs enfants ont passé du temps à la plage. Plus tard, elle a envoyé un message à Jared pour dire qu'elle y retournait avant de rentrer. Mais elle n'est pas rentrée et le lendemain matin, il a commencé à paniquer en se réveillant et en trouvant un message texte sur le téléphone de Johan qui disait simplement « Aide ». Sa famille apprendra plus tard qu'elle avait été retrouvée morte loin de la plage où elle avait dit qu'elle serait. Jared a trouvé le message texte particulièrement étrange, car Johan n'envoyait jamais de message d'un seul mot. Si son véhicule avait eu un problème, elle l'aurait expliqué. Il pense donc qu'elle a envoyé ce message sous la contrainte d'une personne qui a ensuite mis fin à sa vie. Des images de vidéosurveillance d'un homme avec lequel la police souhaite s'entretenir ont été diffusées, car il aurait été la dernière personne à l'avoir vue vivante. Son visage a été flouté sur les images, mais on espère que quelqu'un le reconnaîtra et se manifestera. Si vous avez des informations concernant l'affaire de Johan, il vous est demandé d'appeler le 105 en mentionnant le numéro de dossier 241. 103 9062. Jody Dallas. Pennington était connu pour son amour de la nature. Il partait souvent avec des amis pour des excursions de camping et des parties de pêche. Le résident de Jacksonville, Arkansas, âgé de 49 ans, menait une vie plutôt routinière, partant souvent pour de courts séjours dans ses coins de nature préférés. Une chose à propos de Jody, c'est qu'il disait toujours à quelqu'un où il allait et restait en contact, surtout lorsque ses plans changeaient. Sa disparition soudaine sans prévenir personne en mars était certainement inhabituelle et a laissé la communauté de Jacksonville en quête de réponse. C'est le 11 mars que Jody a été vu pour la dernière fois à Jacksonville, lorsqu'il a quitté son domicile à bord de son pick-up Ford F-100 50 rouge de 1995. Le véhicule était difficile à manquer. Il avait un autocollant représentant un sanglier blanc sur la vitre arrière, des autocollants d'impact de balles autour de la vitre arrière et une boîte à outils grise dans la benne.
Étrangement, il n'a donné aucun indice sur sa destination ni informé qui que ce soit de ses projets. Selon son frère Bernie, il lui arrivait parfois de partir seul pour un week-end de pêche ou de camping, mais jamais aussi longtemps ni sans que personne ne soit au courant. Son comportement était jugé très inhabituel. Le prochain signalement lié à Jody aurait lieu dès le lendemain, lorsque les caméras Flock installées à Pine Bluff, dans l'Arkansas, ont repéré la Ford à 55 miles de Jacksonville. On ignore si Jody conduisait lorsque la voiture a été filmée, mais c'était leur seule piste. Après cet indice crucial, l'affaire s'est enlisée de façon inquiétante, sans aucune autre apparition ni preuve pouvant indiquer où il se trouvait. Depuis ce jour fatidique, la famille Pennington cherche sans relâche des réponses, espérant enfin mettre fin à leur souffrance. Bernie a exprimé une vive inquiétude face au manque d'informations. Il a visité tous les lieux de chasse, pêche et camping où allait son frère, sans trouver aucune trace de lui. Aucune empreinte, objet personnel ou trace de pneus de la Ford. Il semblait que Jody avait disparu de la surface de la Terre, laissant derrière lui des questions sans réponse et un mystère. La famille Pennington n'était pas la seule à chercher l'homme disparu. La police de Jacksonville a également mené sa propre enquête en déployant tous les efforts possibles, mais sans aucun résultat. Alors que la police et la famille sollicitent l'aide de la communauté, ils attendent anxieusement, espérant ce coup de fil qui pourrait tout changer pour eux. Cela fait plusieurs mois depuis la disparition et aucune piste n'a été trouvée et Jody reste introuvable. Toute information concernant cette disparition mystérieuse peut être communiquée au service de police de Jacksonville au 50 198 230 et 191. Le public a été averti de ne pas approcher un suspect dans une affaire d'homicide qui a eu lieu dans le quartier de Whitmore Ruins à Wolverhampton, en Angleterre, le 19 septembre, et de prévenir immédiatement la police s'il est vu, car il pourrait être armé et s'en prendre à quiconque menacerait sa liberté. Cet appel concerne l'agression contre Dwayne Mills, âgé de 28 ans, qui a été retrouvé décédé ce jour-là, sur Lexter Street. On pense que le suspect, qui a depuis été identifié comme Mohamed Manir Khan, a attaqué Dwayne avec une arme à feu ce jour-là, et en conséquence, Dwayne a perdu la vie. Un deuxième homme, identifié comme Syed Zain Ali, âgé de 32 ans, a également été blessé lors de l'attaque et a été transporté à l'hôpital, où il est resté dans un état critique. Mohamed, que ses proches appellent Mani, est connu pour avoir des liens avec la région de Wolverhampton et des images de vidéosurveillance ont maintenant été diffusées dans le but de le retrouver. Les images le montrent vêtu d'un sweat à capuche noir et gris avec un pantalon assorti et une casquette de baseball noir sur la tête. Une photo nette du visage de Mohamed a également été diffusée, car les images de vidéosurveillance sont quelque peu floues et son visage n'est pas entièrement visible. Les images ont été enregistrées environ 12 heures avant l'attaque contre Dwayne, signalée à la police après qu'un coup de feu a été entendu dans le secteur. À leur arrivée, les secours ont trouvé Dwayne déjà décédé et Syed transporté d'urgence à l'hôpital. Deux hommes étaient assis dans une voiture sur Leicester Street quand Mohamed s'est approché, a sorti une arme et a tiré sur le véhicule. On ne sait pas s'il a interagi avec les victimes avant l'attaque ou s'ils se connaissaient. La raison de l'attaque reste inconnue pour le moment, mais les enquêteurs ont déclaré qu'ils travaillaient jour et nuit pour comprendre ce qui s'est passé et retrouver Mohamed, afin qu'il puisse être traduit en justice pour ses actes. Les familles de Dwayne et Syed ont été anéanties par l'attaque, et elles sont désespérées de trouver des réponses, notamment pourquoi Mohamed les a attaqués ce jour-là. On espère que quelqu'un reconnaîtra l'assaillant et avertira la police rapidement afin qu'il puisse être appréhendé. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez avez de telles informations, il vous est demandé d'appeler le 101 en mentionnant le rapport 358 du 19 septembre ou de contacter Crime Stoppers au 08 0 0 5 5 5 1 1 1. Des milliers et des milliers de familles à travers le monde ressentent chaque année de l'angoisse lorsque leurs proches ne rentrent tout simplement pas à la maison. Certaines sont contraintes de vivre avec le chagrin d'avoir retrouvé le corps sans vie de cette personne, tandis que d'autres doivent affronter le fardeau de ne jamais savoir ce qui s'est passé. Une famille d'Irlande du Nord allait malheureusement vivre cette situation. Gerard Conway résidait à Cookstown lorsqu'il a été signalé disparu par sa famille en février 2007. Âgé de 32 ans, l'homme avait été diagnostiqué bipolaire quelques années plus tôt, rendant sa disparition d'autant plus inquiétante.
c'est le 25 février que Gérard a été vu pour la dernière fois. Il a été vu sur les images de vidéosurveillance d'une banque ce jour-là, retirant de l'argent de son compte. Après cela, certaines personnes qu'il connaissait ont affirmé l'avoir vu fin janvier et début février. Mais à la mi-février, la famille Conway a été contrainte de le signaler comme disparu. Des recherches ont été lancées pour retrouver rapidement la personne à risque. Mais les unités cynophiles et la surveillance aérienne n'ont pas suffi à résoudre ce mystère. Malgré les recherches intensives, Gérard n'a pas été retrouvé et son corps n'a jamais été découvert non plus. Une enquête judiciaire sur cette disparition inexplicable a été ouverte et cela a conduit à l'hypothèse que l'homme disparu n'était plus en vie. En septembre de cette année, la mère du disparu devait révéler davantage sur sa personnalité. Selon elle, Gérard avait l'habitude de disparaître après des disputes familiales. Elle affirmait cependant qu'il revenait toujours, mais il avait, paraît-il, une mauvaise réputation. On disait de lui, je cite, que c'était un bagarreur. La mère de Gérard a aussi dit que lorsqu'il montrait sa brutalité, cela pouvait être très mauvais. L'enquête judiciaire a montré qu'un an plus tôt, Gérard avait eu 3 crises survenues peu avant sa disparition. Les détails révélés ici suffisaient à suggérer qu'il aurait facilement pu se retrouver dans une situation hostile qui aurait conduit à sa disparition. La communauté est déconcertée par l'incident et pense que quelqu'un s'en est pris à cet homme. Et son oncle suggère qu'il y avait plusieurs personnes qui ne l'aimaient pas. Il a été allégué qu'en cas d'épisode maniaque, il pourrait attaquer d'autres personnes. Certains pensant que c'est peut-être ce qui s'est passé et qu'il aurait pu s'en prendre à la mauvaise personne. Une ex-petite amie a rapporté une rumeur selon laquelle il aurait été enlevé et retenu dans une grange. Tout cela n'était que des spéculations de la famille, de la police et de la communauté. Nul ne sait ce qui est arrivé à Gérard, ni les circonstances qui l'ont mené à disparaître aussi mystérieusement. Plusieurs années se sont écoulées et le visage de Gérard continue de fixer les passants depuis les affiches de personnes disparues qui envahissent les lampadaires, les réseaux sociaux et les articles de blog. Mais personne n'a fourni d'informations permettant de résoudre ce mystère. Les informations peuvent être transmises à Crime Stoppers au 080 05 5 5 111 avec le numéro de référence 758 du 13 février 2007. La police de Gisborne, sur l'île du Nord, en Nouvelle-Zélande, a demandé à tout témoin dans l'affaire impliquant Bill Pine Manji, âgé de 36 ans, de se manifester, car l'enquête sur son homicide est dans une impasse. Le 29 septembre 2025, un membre du public a contacté la police pour signaler qu'il avait trouvé un homme inconscient dans le quartier de Riverdale. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont trouvé Bill allongé sur la pelouse d'une maison entre Lytton Road et Riparada Street. Il a été transporté dans un hôpital à proximité où les médecins ont tout fait pour le ranimer. Mais leurs efforts ont été vains car il est décédé de ses blessures peu de temps après. Il a été établi que Bill a été tué par arme à feu, mais les circonstances de précédant l'attaque restèrent mystérieuses. Plusieurs objets ont été récupérés sur la scène du crime et envoyés pour analyse médico-légale. Les enquêteurs ont précisé que plusieurs personnes étaient présentes dans le secteur au moment de l'attaque et leur ont demandé de se manifester pour être écartés comme suspects. Depuis, ils ont publié des images de vidéosurveillance de personnes avec lesquelles ils aimeraient s'entretenir au sujet de l'affaire de Bill, car on pense qu'elles sont directement liées à l'attaque dont il a été victime. Bien que les images soient floues, ils ont publié des descriptions des 2 individus. On voit les 2 individus sur les images porter des sweats à capuche relevée, peut-être pour cacher leur visage aux caméras de sécurité. Le premier suspect a été filmé par les caméras alors qu'il fuyait Forrester House, traversait Ormond Road et se dirigeait vers la rue Riparada. La deuxième personne d'intérêt a été vue quittant la même maison en direction du centre-ville. La personne s'est engagée dans Mary Street puis dans Ormond Street avant de disparaître du champ des caméras. Ce n'est pas le seul crime dans lequel le duo serait impliqué. La police a révélé qu'il pourrait également être responsable du vol d'une Hyundai Sonata, qui a été volée à Forrester House le 28 septembre entre 19h30 et minuit. On sait que la voiture a été conduite depuis la rue Riparada jusqu'à la route Lytton, en direction du quartier Elgin. Elle a ensuite été aperçue sur Aberdeen Road le lendemain, avant d'être abandonnée sur Churchill Street, où elle a été retrouvée le 20 octobre. Si vous avez des informations pouvant aider à résoudre l'affaire de Bill, veuillez contacter la police en composant le 105 en mentionnant l'opération Bushman ou le numéro de dossier 259 129
9035. Depuis sa petite enfance, Mark Wallace Davis, né en février 1985, était décrit comme une personne gentille. En grandissant, il avait été surnommé Petit Michael Jordan et jouait un rôle clé dans sa famille. Son absence aujourd'hui est douloureuse, tandis que ses proches poursuivent inlassablement leur quête de réponse. En 2018, Davis, qui vivait à Clarksville, dans le Tennessee, s'est retrouvé père de 6 enfants. Il aimait ses enfants et passait du temps avec eux quand il ne travaillait pas sur son chantier. Ils ignoraient alors que ce serait la dernière fois que ses enfants le verraient. C'était le 15 juin lorsque Davis a été vu pour la dernière fois dans une station-service Marathon au 1230 Preachers Mill Road qui a depuis fermé. Les caméras ont filmé l'arrivée de l'homme de 33 ans dans son camion blanc et rouge. Il est entré dans le magasin pour utiliser les toilettes. Après cela, il a été aperçu en train de sortir du bâtiment et de se diriger vers l'arrière, où il n'y avait pas de caméra. C'est ici que Davis aurait eu une altercation physique avec une personne non identifiée. Aucun détail concernant la confrontation n'a jamais été rendu public. Il est ensuite retourné à son camion, est monté à bord et est parti. C'était la dernière fois que quelqu'un le verrait. Mais en partant, Davis est resté en contact avec certains amis à qui il a envoyé des messages textes. 2 jours plus tard, à la fête des pères, la famille a compris qu'il y avait un problème. Depuis ce jour-là, ils étaient sans nouvelles de lui, et son absence à la fête des pères, malgré son dévouement à ses enfants, était inquiétante. Quelques jours de plus passèrent avant que le colocataire inquiet de l'homme disparu ne commence à contacter la famille, demandant si l'un d'eux avait vu Davis. Ses proches remarquèrent rapidement qu'ils étaient sans nouvelles de lui depuis plusieurs jours, ce qui était très inhabituel puisqu'il communiquait régulièrement avec eux. Après le contact du colocataire, plusieurs tentatives pour le joindre sont restées sans réponse. La famille a même contacté les hôpitaux locaux, espérant qu'il s'y trouvait peut-être. Mais l'espoir s'amenuisait rapidement. Après la disparition signalée de Davis par sa famille, les recherches ont débuté. Les enquêteurs ont découvert les images de vidéosurveillance et ont rapidement compris qu'une intervention criminelle pouvait être en cause dans la disparition. Ils pensaient aussi que quelqu'un retenait des informations qui permettraient de le localiser. La mère de Davis, Kim, pense qu'il s'est peut-être passé quelque chose de tragique. Les émissions consacrées aux faits divers font désormais partie de sa vie et elle cherche tout élément qu'elle pourrait apporter à l'affaire. Elle a seulement pu demander à la communauté de fournir des informations. Kim s'est tournée vers Facebook pour faire passer le message concernant la disparition de son fils, incitant plusieurs inconnus à unir leurs efforts pour fouiller Clarksville, des endroits qu'il avait l'habitude de fréquenter jusqu'à ceux où il ne serait jamais allé. Malgré les heures, les jours et les semaines de recherche, aucun indice n'a permis de retrouver la trace de Davis, laissant la famille avec des blessures béantes qui ne pourront être refermées que par la réponse à la question « Où est Mark Wallace Davis ?» Toute information concernant cette disparition peut être communiquée au service de police de Clarksville au 931 648 06 55. 5-6. Vers 22h20 le 2 septembre 2013, la police de Pembroke, aux Bermudes, a répondu à un signalement concernant la zone de la mission Santa Monica, où ils ont été informés d'un incident impliquant des coups de feu. À leur arrivée sur les lieux, ils ont trouvé Jonathan Deal, âgé de 30 ans, inconscient devant sa maison, et il a été transporté d'urgence à l'hôpital King Edward VII Memorial. Mais il a été annoncé peu de temps après que Jonathan était décédé et que la police était à la recherche de l'homme qui l'avait attaqué. On a tout de suite supposé que l'attaque était liée aux gangs locaux à cause de la façon dont elle a été menée. Les enquêteurs ont rapporté que Jonathan avait été abattu par derrière comme dans une exécution, et par conséquent, on suppose qu'il connaissait l'auteur des faits. Des patrouilles de police ont été immédiatement envoyées dans plusieurs quartiers, car on craignait que le gang rival ne se venge contre les coupables, bien qu'on pense que l'agresseur de Jonathan était seul au moment de l'attaque. Des témoins ont rapporté avoir vu un homme s'enfuir de la zone à moto et qu'il était seul à ce moment-là. Il a ensuite tourné vers le sud sur Glebe Road et on pense qu'il s'est ensuite dirigé soit vers Parsons Road, Friswell's Hill ou Bishop Spencer Road. Des témoins ont décrit avoir vu Jonathan tenter de fuir l'homme en question, mais il n'a pas pu le faire et sa vie a pris fin. Il a été rapporté que jusqu'à 9 coups de feu ont été tirés, mais cela n'a pas été confirmé et on pense que Jonathan n'a été touché qu'une seule fois, mais que ce tir lui a été fatal. Ses voisins ont depuis déclaré que la maison de Jonathan est un endroit populaire où l'on voyait souvent des gens se rassembler,
dont la plupart seraient impliqués dans des gangs du quartier. Il n'est également pas rare que des gens signalent des coups de feu dans cette zone, mais la plupart de ces cas ne sont généralement pas très graves. Mais il y a déjà eu plusieurs incidents graves par le passé, dont l'un impliquait une attaque similaire au cours de laquelle 2 personnes ont perdu la vie. Ces affaires ont depuis été résolues puisque les coupables ont été placés en garde à vue, mais le suspect responsable de la mort de Jonathan reste en liberté. On craint que les habitants du quartier en sachent au plus qu'ils ne le laissent paraître, mais ils hésitent à se manifester puisque l'incident est probablement lié à un gang et ils pourraient avoir peur de subir des représailles. Pour rafraîchir la mémoire du public, une image de vidéosurveillance d'une voiture claire a été diffusée. Elle a été capturée vers 22h20 ce soir-là, alors que la voiture circulait sur Glebe Road en direction de l'Old Pepper Pot. Il convient de noter que la police n'a pas désigné le conducteur de la voiture comme suspect, mais il est supposé qu'il pourrait fournir aux autorités des informations précieuses sur l'affaire de Jonathan, et on l'encourage vivement à se manifester. Toute personne ayant vu cette voiture est également invitée à contacter la police, car le moindre détail pourrait s'avérer déterminant pour résoudre l'affaire. Malheureusement, la marque et le modèle du véhicule demeurent inconnus à cause de la mauvaise qualité des images de vidéosurveillance. Le véhicule se trouvait à une certaine distance de la caméra qui l'a filmé. Des images de vidéosurveillance montrant quelqu'un passant à moto ont également été mises à disposition. Et le conducteur de la moto a été invité à contacter les enquêteurs, car il pourrait y avoir quelque chose d'important. Toute personne pouvant aider dans cette enquête est priée de contacter l'unité des crimes graves des Bermudes au 2471 739. C'était le 9 novembre 2021 lorsque la police d'Auckland est allée de porte en porte, frappant et espérant que les voisins avaient des informations. Ils recherchaient Cindy Lee, une habitante de Sandringham vue pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance avant sa mystérieuse disparition. La femme de 70 ans a été vue marchant le long de Tranmere Road, mais la suite des événements n'a pas été enregistrée. Cindy faisait souvent des promenades matinales et était souvent aperçue par ses voisins. La femme est partie pour sa promenade habituelle, mais au lieu d'y trouver un moment de détente, une vaste opération de recherche a été lancée. Les autorités ont vite formé des équipes de recherche et de sauvetage déployées pendant 5 jours pour fouiller le quartier. Pendant les recherches, les agents cherchaient d'autres images de caméras de sécurité pour retracer les déplacements de Cindy et comprendre où elle aurait pu aller. Les jours passaient sans rien trouver. Malgré tous leurs efforts et le très peu de pistes, les forces de l'ordre ne pouvaient pas dire ce qui s'était passé, si quelqu'un était impliqué ou s'il s'agissait d'un étrange accident. Bien qu'elle ait eu 70 ans, Cindy était décrite comme active et en forme et n'avait aucune raison médicale de disparaître. La femme vivait aussi en Nouvelle-Zélande depuis 30 ans où elle dirigeait une entreprise avec son mari. Il était donc impossible qu'elle se soit simplement égarée. Faute de pistes, la police a dû solliciter le public pour des informations. Ils ont partagé une vidéo de surveillance, une description et une photo de la femme disparue, espérant que quelqu'un ait vu quelque chose. Ils ont demandé si quelqu'un avait vu une femme portant des vêtements correspondant à la description et invité ses témoins à se manifester. Mais les jours passaient sans aucun indice pouvant mener à la localisation de Cindy, et l'espoir commençait à s'amenuiser. 11 jours plus tard, alors que près de 2 semaines s'étaient écoulées depuis la disparition, la police fit une découverte remarquable. Le 20 novembre vers midi, Cindy a été retrouvée dans un état critique chez un voisin. Bien qu'elle n'ait aucune blessure physique, la femme était gravement déshydratée à sa découverte et a été transportée à l'hôpital où elle a été stabilisée en soins intensifs. Il s'est avéré que cette maison en particulier, qui était inoccupée, n'a été fouillée que ce jour-là. La police a annoncé que Cindy avait été retrouvée, mais que les raisons de sa disparition ne seraient clarifiées que lorsqu'elle pourrait en parler après son rétablissement. Mais en 2025, les circonstances entourant cette étrange disparition restent un mystère. De nombreuses questions demeurent sur la disparition de Cindy Lee. Comment est-elle entrée? Si la police avait frappé, pourquoi n'a-t-elle pas appelé à l'aide? Était-ce un enlèvement raté ou un problème médical inconnu qui en était la cause? La police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que Hong Lee-chi, âgé de 28 ans, qui vivait à Sydney, en Australie, en 2022, a été signalé disparu pour la première fois par sa famille le 11 mai de cette année-là, après qu'il n'ait pas réussi à le contacter. Une enquête a été ouverte
Et l'un des premiers indices découverts a été une vidéo de surveillance montrant Chi quittant un complexe d'appartements situé sur Macquarie Street vers 18h à Cador ce même soir, et la vidéo a été rendue publique. Elle montrait Chi traversant le hall de l'immeuble, puis des caméras installées à l'extérieur de l'immeuble l'ont filmé en train de marcher dehors. On l'a vu consulter son téléphone puis marcher dans la rue. On le voit regarder par-dessus son épaule à plusieurs reprises, mais on ne sait pas si cela a un lien avec sa disparition. Les enquêteurs ignoraient que ces images montraient la dernière fois où Chi avait été vu vivant. Sa famille a déclaré l'avoir vu pour la dernière fois à la mairie de Sydney le 11 mai vers 13h et qu'il a soudainement cessé de répondre à leurs messages. Les appels aboutissaient sur la messagerie, ils ont donc contacté la police. Le 6 août, des employés municipaux ont appelé la police lorsqu'ils sont tombés sur les restes d'un homme décédé dans les buissons de Packer Road à Hawkesbury. Les restes ont été envoyés à un laboratoire pour des analyses, et les résultats ont confirmé qu'il s'agissait de Chi qui avait été retrouvé. Les circonstances entourant son décès sont jugées suspectes, et l'on suppose qu'il a été victime d'un acte criminel. Mais peu de progrès ont été réalisés dans l'affaire, et les enquêteurs ont demandé l'aide du public pour recueillir tous les faits pertinents. Ils ont demandé à toute personne ayant parlé à Chi dans les jours précédant son décès de les contacter, car elle pourrait avoir des informations sur l'affaire. Beaucoup de questions subsistent, notamment comment Chi s'est retrouvé à environ 80 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance. De plus, il n'aurait jamais soudainement cessé de communiquer avec sa famille, d'où l'idée qu'il a été conduit dans la zone où il a été retrouvé avant sa mort. Les sources n'ont pas précisé si la cause de son décès avait été déterminée. Le mobile de l'attaque reste inconnu, mais une image plus claire est apparue quand les enquêteurs ont recueilli des informations sur la vie de Chi. Il s'est avéré qu'il était un petit trafiquant de substances illégales. Et enfin, ils ont identifié un suspect, Ferenc Stemler, âgé de 28 ans, qui a été amené pour être interrogé. Mais sans aucune preuve le reliant à l'affaire de Chi, il n'a pas encore été inculpé. Depuis, Stemler a été nommé comme suspect dans une autre affaire dans laquelle deux hommes, Mulia et Etoile Tessial, ont été pris pour cible par un homme masqué armé d'une arme à feu alors qu'il se trouvait dans un salon de coiffure. Les deux hommes ont survécu après avoir été soignés. Toute personne ayant des informations sur l'affaire de Chi est priée de contacter Crime Stoppers au 333-000. La police manque d'indices concernant la disparition de Scott Schwartz, qui a été vu pour la dernière fois sur des images de vidéosurveillance quittant son immeuble à Liberty Township dans l'Ohio. Il y a plusieurs caméras disséminées dans tout Liberty Center, mais une seule l'a filmé. La vidéo que le bureau du shérif du comté de Butler a trouvée montrait l'homme descendant l'escalier à 20h13. Il portait un t-shirt gris avec l'inscription CSI et un jean foncé. Et puis il a disparu. Scott, un homme de 60 ans qui vit dans le secteur du numéro 7 1500 de Blake Street, avait de la famille en Géorgie, ce qui le poussait souvent à partager son temps entre les deux endroits. C'était le 19 août 2024 lorsqu'il a quitté son appartement et a ensuite disparu. 2 jours plus tard, sa femme irait au bureau du shérif du comté de Butler pour signaler sa disparition. Elle a dit aux agents qu'il était inhabituel de ne pas avoir de nouvelles de lui aussi longtemps et qu'elle avait du mal à le joindre. Les enquêteurs sont allés à l'appartement peu après, espérant y trouver des indices pour le localiser. Hormis les images de vidéosurveillance, rien d'autre. Les agents n'ont trouvé aucun signe d'effraction, mais ils ont trouvé de la nourriture laissée sur le comptoir, censée provenir du Brio Italian Grill, ce qui semblait indiquer que Scott prévoyait de revenir à l'appartement. Sa voiture et son portable ont aussi été laissés sur place. Il n'a jamais été aperçu sur d'autres caméras pouvant montrer ses déplacements ou l'arrivée de quelqu'un pour le chercher. Presque un an plus tard, le bureau du shérif n'a reçu aucun indice ou piste pouvant mener à l'endroit où se trouve Scott. Ils ont alerté la police jusqu'à Columbus, espérant que quelqu'un ait vu quelque chose. Après avoir examiné son téléphone, ses relevés financiers et son ordinateur, aucune piste n'a été trouvée. La police n'a trouvé aucune preuve d'intervention criminelle et aucun signe qu'il ait retiré ou utilisé de l'argent depuis. Scott est descendu les escaliers ce jour fatidique et a mystérieusement disparu. Toute information pouvant aider à localiser cet individu peut être transmise au bureau du shérif du comté de Butler au 513-785-1300 avec le numéro de dossier 245 789.
Des images de vidéosurveillance ont été rendues publiques dans une affaire connue sous le nom d'empoisonnement de Salisbury, au cours de laquelle un ancien officier militaire russe et sa fille Yulia ont été visés lors d'une tentative d'assassinat le 4 mars 2018. Tout a commencé lorsque Sergueï et Yulia ont pris l'avion de Moscou à l'aéroport d'Heathrow en Russie et ils sont arrivés là-bas vers 14h40 le 3 mars. Le lendemain, la voiture de Sergueï a été vue se dirigeant vers Devizes Road à Salisbury et le duo s'est ensuite rendu dans un centre commercial où ils ont passé un moment dans un bar. Après cela, ils ont pris un repas dans un restaurant appelé Zizi et on les a vus partir vers 15h30 après avoir réglé leur addition. Environ 40 minutes plus tard, la police a été informée qu'un homme et une femme, identifiés comme père et fille, étaient retrouvés inconscients sur un banc à Salisbury. Un infirmier en chef est tombé sur la scène et a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'il a remarqué que Yulia avait de la mousse à la bouche et que ses yeux étaient d'un blanc brillant et ouvert, bien qu'elle soit inconsciente. Ranimé plusieurs fois, il continuait à s'évanouir. Lorsque l'ambulance est arrivée, ils ont été emmenés à l'hôpital pour des soins. Peu de temps après, des policiers liés à l'affaire ont commencé à présenter des symptômes étranges, dont un officier qui s'était rendu chez Sergueï et qui s'est retrouvé à l'hôpital dans un état grave. 2 agents ont été retrouvés avec des démangeaisons oculaires et des difficultés respiratoires. Sergueï et Yulia, pendant ce temps, luttaient toujours pour se rétablir. Le 29 mars, il a été annoncé que Yulia montrait des signes d'amélioration. Et 1 mois après l'incident, Sergueï a finalement repris connaissance. Le 18 mai, ils ont été jugés assez rétablis pour rentrer chez eux. Un enquêteur affirmera plus tard être tombé malade d'un empoisonnement après avoir fouillé la maison de Sergueï, bien qu'il portait une tenue de protection. On découvrira plus tard qu'un agent neurotoxique militaire, le Novichok, avait été appliqué sur la poignée de porte et s'était ensuite répandu dans toute la maison, la rendant très dangereuse. En conséquence, une structure scellée a été construite autour du bâtiment en 2019 et le toit a été retiré par une équipe militaire. Au cours des 4 mois suivants, le reste de la maison a été décontaminé et reconstruit. Il a ensuite été annoncé que 2 suspects avaient été identifiés. On soupçonnait qu'Alexandre Petrov et Ruslan Bochirov étaient des officiers du renseignement militaire russe qui avaient commis les empoisonnements. Et ensuite, le docteur Alexandre Mishkin a été ajouté comme 3e suspect. Il est vite apparu que la Russie était responsable des empoisonnements, car Sergueï était suspecté d'espionner pour le gouvernement britannique. C'est une affaire en cours qui risque de prendre beaucoup de temps à résoudre. Mais pour l'instant, les principaux suspects impliqués dans l'incident ont été identifiés. Certaines sources disent que Sergueï et Yulia se sont installés en Nouvelle-Zélande, mais cela reste à confirmer. Sarah Gay-Lebersol est née en septembre 1996, étant la benjamine de 8 enfants. Elle a grandi à Sarasota, Floride, élevée par sa tante et son oncle. À l'adolescence, Sarah se retrouvait à passer d'un foyer à l'autre, celui de ses tantes et celui de ses sœurs à Dunellen. En 2014, à l'âge de 18 ans, il a déménagé à Dunalan et s'est marié, mais le mariage a été de courte durée et le couple s'est séparé au bout d'1 an seulement. Sarah finirait par partager un appartement au Dix 9220 NW 60e Avenue à Reddick, en Floride. Elle était danseuse exotique dans la région. Malgré le léger revers du divorce, de la séparation et de son retour à Reddick, la vie de Sarah se passait bien. Mais tout cela prit fin brusquement le 2 mars 2023 lorsqu'elle disparut de façon inquiétante. Il était environ 19h ce soir-là lorsqu'elle a quitté le travail et a envoyé un message à sa sœur pour lui demander de venir la chercher. Sa sœur était indisponible et ne pouvait pas venir la chercher. 50 minutes plus tard, elle a demandé à sa sœur de saluer ses enfants dans un autre message. Puis à 22h11, le dernier message est arrivé. En y repensant maintenant, la sœur aurait aimé pouvoir la dissuader de faire cela. Ce dernier message disait que Sarah montait dans un camion avec des inconnus qu'elle a décrits comme des cow-boys. Elle semblait ravie d'être en leur compagnie et s'attendait à un trajet amusant pour rentrer chez elle. Sarah a été vue sur les images de vidéosurveillance de la station-service Circle Cake au Dixet 1980 North Highway 441 montant dans le pick-up noir avec 2 hommes. Âgée de 26 ans, la jeune femme n'est jamais rentrée chez elle et demeure introuvable depuis. Dès le lendemain, inquiète pour le bien-être de Sarah, la colocataire a essayé de déposer un signalement pour disparition, mais la police a insisté sur le fait qu'elle devait attendre 1 semaine entière. Après avoir échoué à joindre Sarah, la famille a signalé sa disparition au bureau du shérif du comté de Marion,
lançant l'enquête. Les autorités ont vite identifié les hommes inconnus vus pour la dernière fois avec Sarah. Ils ont été interrogés, mais la police n'a jamais révélé les éventuelles informations recueillies. Les enquêteurs déclareront plus tard que Sarah a été vue pour la dernière fois dans les premières heures du 3 mars, montant apparemment dans une berline bleue que des témoins pensent être une Hyundai. L'un des colocataires des Cowboys s'est manifesté pour révéler que la femme disparue avait été chez eux ce soir-là, restant jusqu'aux premières heures du matin. Elle est ensuite partie seule dans ce véhicule bleu. L'affaire est restée sans suite, seuls les témoignages et images de vidéosurveillance servaient d'indice. Un an plus tard, après avoir travaillé sans relâche pour identifier le propriétaire de la berline bleue, une percée est survenue dans l'affaire. En mars 2024, le bureau du shérif du comté de Marion a révélé l'identité du conducteur du véhicule. Il s'agissait de Tyrone Moorman, désormais considéré comme personne d'intérêt. Les enquêteurs ont obtenu un mandat pour fouiller le téléphone de l'homme et ont découvert que l'homme et la femme disparus étaient ensemble dans un magasin du nord-ouest du comté de Marion. Ils s'y étaient rendus le matin du 3 mars 2023. Malheureusement, c'est la seule information que la police a pu déterminer, et Moorman n'a pas coopéré depuis. À présent, les forces de l'ordre ont été contraintes de faire appel au public pour toute information permettant de répondre à la question « Qu'est-il arrivé à Sarah Ebersol ?» Les informations peuvent être transmises au bureau du shérif du comté de Marion au 352 368 3508 08. Sean Fox, âgé de 42 ans, est une autre victime d'une attaque préméditée qui a mis fin à sa vie le 2 octobre 2022 à Belfast, en Irlande. Une récompense de 21 000 $, soit environ 26 000 $, est désormais offerte à toute personne pouvant fournir des informations supplémentaires qui aideraient à résoudre l'affaire, mais aucune n'a encore été reçue. Cet après-midi-là, Sean rendait visite au Donegal Celtic Football Club à Belfast, où plusieurs personnes l'ont vu prendre quelques verres dans la salle de réception. Le club a sombré dans le chaos quand les deux hommes sont entrés et l'ont attaqué devant témoins. Il dirait aux enquêteurs que l'attaque était planifiée car les deux hommes sont allés droit vers Sean et ont tiré. Ils ont continué à tirer après qu'il soit tombé au sol, à un moment donné se tenant au-dessus de lui tout en tirant. Ils se sont enfuis vers Gidor Gardens et restent non identifiés, bien que plusieurs clients du club les aient vus. L'incident s'est déroulé en moins de 60 secondes et a laissé plusieurs personnes traumatisées par ce qu'elles avaient vu. Il est possible que les deux hommes connaissaient la routine de Sean, car il venait irrégulièrement au club et savait qu'il comptait y passer du temps ce dimanche après-midi. La police a déclaré que c'est un miracle que personne d'autre n'ait été blessé, car environ 20 coups de feu ont été tirés en l'espace de quelques secondes seulement et beaucoup de balles ont ricoché sur le sol, frôlant de justesse les personnes présentes. Ils ont ajouté que ce type d'attaque n'a pas sa place dans une société civilisée et que les deux agresseurs doivent être retrouvés au plus vite afin que justice soit faite. On a suggéré que l'affaire de Sean soit liée à une autre ou un de ses amis est aussi mort dans une attaque similaire. Lors de cet incident en 2018, Jim Dungan, âgé de 43 ans, attendait son fils dans sa voiture, devant le lycée St. Mary's Grammar School, lorsqu'il a été attaqué par un homme que l'on pense appartenir à un groupe paramilitaire. L'attaque a également eu lieu en plein jour et l'homme en question ne semblait pas se soucier d'être vu par plusieurs témoins, comme ce fut le cas lors de l'attaque contre Sean. Dans le cas de Dungan, on sait qu'il s'est fait plusieurs ennemis au fil des années, mais la famille de Sean et les enquêteurs en charge de son dossier n'ont pas encore trouvé de raison à cette attaque, puisqu'il était apprécié dans le quartier. Les images de vidéosurveillance des deux hommes ont été publiées, mais ils restent non identifiés. Le premier homme porte un sweat à capuche bleu clair, une casquette de baseball, un pantalon gris, des chaussures noires et des gants bicolores pour ne pas laisser d'empreintes sur la scène du crime. Le deuxième homme portait un sweat à capuche de couleur claire avec des lignes rouges le long des manches, une casquette de baseball, des bottes grises et des gants bicolores. Si vous avez vu quelque chose d'utile ce jour-là ou si vous reconnaissez l'un des hommes sur les images, il vous est demandé de contacter Crime Stoppers au 555 111. C'était le 27 novembre 2024 lorsque Michael Boons d'Eureka, en Californie, a quitté son domicile pour aller à l'épicerie. Il aurait apparemment fait des courses avec un ami et devait le retrouver un peu après 16h30 ce jour-là.
Mais il semble qu'il ne soit jamais arrivé pour retrouver son ami aux appartements Pine Hill, disparaissant plutôt sans laisser de traces. La famille ne s'est rendu compte qu'après 2 jours qu'il y avait un problème. Dans l'après-midi du 29 novembre, il a été signalé disparu au service de police d'Eureka, ce qui a déclenché une recherche rapide qui a révélé divers détails inquiétants. La première information qu'ils ont découverte, c'est qu'avant sa disparition, vers 15 h, des images de vidéosurveillance ont capturé l'homme de 60 ans à Murphy's Market, dans la région de Blue Lake, seul et avant son rendez-vous avec son ami. Le détail suivant provient d'un témoin qui a affirmé avoir vu la Dodge Charger argentée de 2006 avec la plaque d'immatriculation 9CC F459 appartenant à Michael, près des appartements Pine Hill, l'ayant aperçu vers 17h52 ce jour-là. Ce véhicule sera découvert le 30 novembre, retrouvé abandonné, non verrouillé, à l'angle de Vance et Eureka Street, quartier Pine Hill. La voiture était à 3 pâtés de maison de l'appartement de l'ami, ce qui était étrange, mais Michael demeurait introuvable. À l'intérieur se trouvait son téléphone portable, qui était complètement déchargé. Les enquêteurs comptaient sur les données de son téléphone portable pour obtenir des indices sur les derniers moments de l'homme disparu et peut-être le retrouver. Malheureusement, ils n'ont pas pu obtenir de mandat. Des obstacles juridiques et des données bloquées pourraient empêcher la résolution de l'énigme. Les autorités ont minutieusement fouillé la zone sans trouver d'indices ni de preuves sur sa localisation. La police a ensuite trouvé une autre vidéo de surveillance de la zone où le véhicule a été retrouvé. La vidéo montrait la Charger s'arrêtant sur l'avenue Vance, les phares éteints. L'horodatage indiquait 20h05, plusieurs heures après qu'un témoin l'a vue. Quoi qu'il se soit passé après 20h05 ce soir-là, reste inconnu, mais cela a donné lieu à un mystère persistant et inquiétant qui a laissé planer un sentiment sinistre dans la communauté. Sans aucune piste ni indice, la seule chose qu'il restait au service de police d'Eureka était de mener davantage de recherches. La 3e opération a réuni les efforts du service de police d'Eureka et des équipes de recherche et de sauvetage. Ensemble, ils ont fouillé 31 acres de Greenbelt près de l'endroit où la voiture de Michael avait été retrouvée. Des équipes de pompiers volontaires et 6 chiens ont participé aux recherches, mais en vain. Michael avait disparu. La disparition a continué de dérouter la communauté californienne qui s'interrogeait sur les événements de ce jour-là. Les informations concernant la disparition de Michael Bounds peuvent être transmises à la police d'Eureka au 70 744 14060. 60. Aten Borsinos, âgé de 21 ans, était peut-être le fils d'un ancien policier de Melbourne, en Australie, mais il n'a certainement pas suivi les traces de son père. Il était connu pour ses activités criminelles, ce qui aurait contribué à l'attaque mortelle qu'il a subie. Alors qu'il était encore adolescent, Borsinos a décidé de rejoindre un gang dirigé par Kassim Ahmad et son cousin Ahmad Al-Hamza. Ahmad est connu pour être impliqué dans le commerce illégal de tabac en Australie. On pense que Borsinos a participé à un assassinat organisé qui a coûté la vie à Suleiman Abdulrahim, un gangster très en vue qui a été retrouvé mort dans un parking souterrain d'un immeuble situé sur High Street à Preston. On pense que les 4 hommes ont tendu une embuscade à Abdulrahim et lorsqu'il est arrivé en compagnie de sa petite amie, il a été attaqué. La petite amie a tenté de lui porter secours pendant que la police était appelée, mais à leur arrivée, Abdulrahim était déjà décédé. Les enquêteurs sont certains que l'attaque contre Borsinos a été soigneusement planifiée et que des tueurs à gages professionnels ont été engagés. Les images de vidéosurveillance, qui ont depuis été rendues publiques, confirment que ces agresseurs ont utilisé des voitures volées plusieurs mois auparavant pour le suivre avant l'attaque, qui a eu lieu en plein jour. Fait intéressant, il devait comparaître devant le tribunal pour des accusations d'armes, de conduite et de substances illégales portées contre lui. Et on ignore toujours si cela a un lien avec l'attaque dont il a été victime. Pour l'instant, le mobile de l'attaque reste flou, et l'on suppose que le contrat a été commandité en raison de l'implication de Borsinos dans le crime organisé. Les 2 hommes ont été filmés par des caméras de vidéosurveillance, et la police invite toute personne les reconnaissant à se manifester. Sur les images, on peut voir les 2 hommes sortir d'un centre commercial à Epping, portant des sacs en papier brun. Ils se sont ensuite dirigés vers un SUV Volkswagen qui avait été signalé volé à Melbourne quelques jours plus tôt. Après avoir réussi à exécuter le contrat, ils se sont enfuis dans un Nissan Patrol, encore un autre véhicule volé,
Et après avoir parcouru une certaine distance, ils ont abandonné cette voiture pour une Volkswagen Golf. Après avoir roulé un moment dans la Golf, ils ont de nouveau changé de voiture et sont montés dans une BMW CE, mais pas avant d'avoir incendié la Golf dans l'espoir que les flammes détruiraient toute preuve éventuelle laissée derrière eux. Si vous savez qui sont ces deux hommes, nous vous encourageons à contacter Crime Stoppers au 1-800-333-000. 00. Le service de police de Brockton, les unités cynophiles et d'autres organisations de secours se sont précipités dans les zones boisées entourant les tours Caffrey, situées au 755 Crescent Street à Brockton, Massachusetts, au début du mois de juillet de cette année. Ils recherchaient une personne disparue dont la disparition était non seulement mystérieuse, mais aussi extrêmement inquiétante. La disparition de Marie-Louise Sang, 7 ans, qui vivait dans l'appartement fouillé par les policiers. C'était le 5 juillet lorsque Marie, qui ne parle que le créole haïtien, s'est éloignée de son immeuble et a disparu sans laisser de traces. Selon sa famille, elle s'était déjà éloignée mais avait toujours été vite retrouvée. Mais la forêt dense qui entourait sa maison rendait sa recherche d'autant plus difficile si elle s'y retrouvait. Les proches ont exprimé leurs inquiétudes concernant cette disparition en particulier, malgré les incidents précédents. Les inquiétudes pour son bien-être ont augmenté avec le temps. Marie a été aperçue sur la caméra de surveillance juste devant l'immeuble, la montrant simplement en train de sortir, sans indiquer la direction qu'elle aurait prise. Malgré des recherches urgentes par la police et les secours, aucun indice n'a permis de savoir où se trouvait Marie. Ils ont alors sollicité le public, espérant un témoignage éventuel. Il semble cependant que personne n'ait rien vu. Les chiens n'ont jamais relevé de piste dans la zone boisée, ajoutant ainsi une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Les responsables qui enquêtent sur l'affaire n'ont pas révélé s'ils soupçonnent un acte criminel ou non, ni qui a été la dernière personne à voir Marie, ni quelles pourraient être les circonstances de la disparition soudaine de Marie. S'est-elle simplement éloignée et s'est-elle perdue? Quelqu'un l'a-t-il emmenée? Ou se trame-t-il quelque chose de plus sinistre? Ces questions mettent la communauté du Massachusetts sur les nerfs. En l'absence de preuves, l'affaire a plutôt circulé sur les réseaux sociaux, dans l'espoir qu'un témoin se manifeste. Mais cette diffusion n'a suscité qu'une théorie troublante, avancée par plusieurs internautes. Ils ont suggéré que Marie était sans doute victime de l'ICE, le service d'immigration américain, car elle venait d'Haïti. Cette suggestion a accentué les craintes de la famille. Si Marie avait été arrêtée par l'ICE, elle pourrait être en centre de rétention ou déjà expulsée, sans que ses proches en soient informés. La police de Brockton a continué à rechercher la femme disparue, dont l'âge et les éventuelles complications de santé rendent sa localisation urgente. Un canal de communication a été ouvert par la police, dans l'espoir que des informations provenant de la communauté puissent en permettre de la retrouver. Les informations peuvent être transmises au service de police de Brockton au 508 94 1020 0. L'affaire impliquant Corey Arismendes, un ouvrier métallurgiste de 35 ans qui s'est déroulée à Austin, au Texas, en 2022 a laissé sa famille et les enquêteurs perplexes, car ils essaient toujours de comprendre qui l'a attaqué et quelles étaient leurs motivations. Les images de vidéosurveillance ont été rendues publiques. Bien qu'elles ne montrent pas l'agression contre Corey, elles révèlent ses déplacements avant sa mort. On espère ainsi rafraîchir la mémoire de quelqu'un qui décidera de se manifester pour que l'agresseur soit arrêté. Dans la vidéo montée de 4 minutes qui a été diffusée, on voit Corey monter dans un bus CAP métro à 22h07 le 16 avril de cette année-là. Ces images proviennent des caméras de vidéosurveillance du bus. Il a ensuite été filmé par des caméras dans le secteur des numéros 1500 de la rue Lavaca vers 22h36 ce même soir, alors qu'il traversait la rue d'un côté à l'autre. Après avoir atteint l'autre côté, il a marché vers le sud et a disparu de la vue. La prochaine fois qu'il a été vu par une caméra, c'était environ 90 minutes plus tard, dans la matinée du 17 avril, alors qu'il marchait sur un trottoir près du coin sud-est de la 6e rue et de la rue Brazos. Il se dirigeait ensuite vers l'ouest sur les rues 6e et Congress, et à 12h30, il a été vu dans le secteur des numéros 200 de la 6e rue, mais il n'était plus seul car il était maintenant en compagnie d'une femme qui portait un sac blanc. Il est entré dans un magasin au nord de la 6e rue et en est ressorti 30 minutes plus tard à 1h du matin. On le voit parler à une autre femme dans la rue. Aucune des personnes aperçues sur les images ne s'est manifestée et on espère que la vidéo diffusée les encouragera à le faire.
Plus tard dans la matinée, la police a été alertée lorsque Corey a été retrouvé décédé sur la route, au niveau du numéro 200 de la rue East Milton. Il a été déterminé qu'il avait été attaqué avec une arme à feu, mais aucun suspect n'a été identifié puisque ses déplacements, juste avant l'attaque, restent inconnus. Sa mère a depuis déclaré que, dans le mois précédant l'attaque, Corey lui avait dit qu'il savait que quelqu'un allait mettre fin à sa vie. Il n'a pas donné plus de détails, mais il a dit à sa mère qu'il voulait simplement s'assurer qu'elle soit au courant de ses inquiétudes. À un moment donné, Corey a envisagé de quitter Austin et de retourner chez sa famille à Fort Bend. Mais sa famille a déclaré que fuir ses problèmes ne faisait pas partie de sa nature, et il a donc décidé de ne pas déménager. L'un des amis proches de Corey a ajouté qu'il avait remarqué un changement dans son comportement dans les semaines précédant sa mort, car il n'était plus aussi extraverti qu'à son habitude, et il avait cessé de communiquer avec presque tout le monde qu'il connaissait. La police a demandé à toute personne qui se reconnaît sur les images de se manifester, car elle pourrait, sans le savoir, détenir des informations pouvant aider à l'enquête. Si vous savez qui a agressé Corey, ou si vous avez des informations supplémentaires sur son affaire, il vous est demandé de contacter la brigade des homicides de la police d'Austin au 512 900 74 8477. 77. Aucun parent ne s'attend jamais à être celui qui se tient devant le micro d'un journaliste, obligé de décrire son enfant, en espérant que quelqu'un l'a vu parce qu'il a disparu ou n'a pas donné de nouvelles. C'est exactement la situation dans laquelle la famille Vidal s'est retrouvée lors de la disparition de leur fils adulte, Zachary Vidal. Ils l'ont décrit comme un garçon formidable, heureux entouré de sa famille, attendant avec impatience leur réunion conviviale. Ces réunions familiales joyeuses sont devenues impossibles depuis la disparition inexplicable de Zachary en 2022. C'était le 22 octobre de cette année-là que le jeune homme de 27 ans est entré dans le magasin de proximité 7-Eleven, situé dans le secteur de la route 61, sur East Norwegian Street, à Pottsville, en Pennsylvanie. Il a été aperçu sur la caméra de surveillance du magasin, portant une chemise rouge, un jean bleu, une veste beige et une casquette de baseball Oakley. La caméra a enregistré son entrée vers 16h ce jour-là, ainsi que son départ, marquant les derniers instants avant sa disparition. Plus tard ce jour-là, Zachary serait allé à une fête chez quelqu'un à Pottsville. Selon les habitants de la maison, il serait parti tôt le matin le lendemain et n'a plus été vu ni entendu depuis. La famille Vidal ne croit pas que le jeune homme avait l'intention de disparaître et suggère que quelqu'un sait quelque chose et détient la clé essentielle pour répondre à la question de l'endroit où se trouve Zachary. Après qu'il a été porté disparu, la police de Pottsville a rapidement commencé à chercher des indices. Un témoignage est arrivé juste après la disparition, affirmant que Zachary avait été aperçu marchant le long des voies ferrées quittant la ville. Les autorités, cependant, n'ont pas pu confirmer ce témoignage, laissant les images de vidéosurveillance du magasin et sa présence à la fête comme les seuls déplacements confirmés avant sa disparition. On dit que Zachary se promène près de la bibliothèque publique gratuite de Pottsville et autour de la roue aux rues Market et Center. Mais il n'a été vu dans aucun de ces lieux qu'il fréquentait habituellement. Il a également été suggéré qu'il aurait pu se trouver à Schuylkill Haven, un borough de Pennsylvanie, ou à Sharp Mountain dans l'est de la Pennsylvanie, qui fait partie de la chaîne des Appalaches, Ridge and Valley. Malgré les recherches menées dans ces zones, Zachary reste introuvable. Les informations concernant la disparition de Zachary Vidal peuvent être transmises au service de police de Pottsville au 570 622 1234. La famille du père et du fils, Faustino Elamo, 63 ans, et Louise Agnelé Alamo, 25 ans, est désespérée d'obtenir des réponses de la ville de Chicago, car les hommes responsables de la mort de Faustino et de Louise n'ont pas encore été identifiés. Ceux qui connaissent la famille décrivent leur dynamique comme saine, car ils se soutiennent mutuellement. Ils sont également connus pour passer la plupart de leur temps ensemble, ce qui rend l'attaque encore plus tragique. Le père et le fils possédaient une bijouterie dans le quartier de Little Village à Chicago, et à 17h49, le 8 novembre 2025, ils étaient sur le point de commencer à fermer pour la nuit. Mais avant cela, un homme en sweat à capuche des Blackhawks de Chicago est entré dans le magasin filmé par la caméra de sécurité. Il a alors sorti une arme à feu et l'a pointée sur le père et le fils, exigeant qu'ils lui remettent plusieurs bijoux. Les deux hommes n'ont eu d'autre choix que d'obéir, car ils craignaient pour leur vie. Et dès que le voleur a obtenu ce qu'il était venu chercher, il a commencé à prendre la fuite.
Une caméra d'un commerce voisin montre l'homme quittant le magasin et descendant la rue. Mais Faustino et Louise ont décidé de le poursuivre dans l'espoir de récupérer les objets volés. L'un d'eux l'a suivi dans la rue et lorsqu'il a rattrapé le coupable, une altercation a éclaté. Le voleur a réussi à se libérer, mais à ce moment-là, Faustino et Louise étaient tous les deux à sa poursuite. Ils ont poursuivi le voleur jusqu'au coin de l'avenue Springfield, où la situation est devenue dangereuse et tragique. L'homme, probablement se sentant acculé, a sorti à nouveau son arme à feu et cette fois, il a ouvert le feu. Le père et le fils ont été blessés, tandis que le voleur s'est enfui avec les objets volés. On l'a vu monter dans un SUV Maserati blanc et il est parti à toute vitesse en direction du sud sur l'avenue Springfield. Malheureusement, les images de surveillance n'ont pas suffi à identifier le coupable et la police demande maintenant à toute personne qui le reconnaît de se manifester afin qu'il puisse être retrouvé et arrêté. Une récompense de 26 000 $ est offerte à quiconque donnera aux enquêteurs des informations sur la localisation de ces hommes. Les autorités demandent aussi aux bijoutiers locaux de signaler toute personne suspecte rôdant près de leur magasin. Toute personne qui reconnaît l'un des deux hommes est priée de contacter le département de police de Chicago au 312 746 8252. Donita Luda Wilkerson, qui en 2020 avait déjà 6 enfants âgés de 15 à 22 ans, vivait avec plusieurs problèmes de santé. C'est également cette année-là qu'elle séjournait chez son frère à Evansville, dans l'Indiana, avant de disparaître, laissant derrière elle un mystère apparemment insoluble. Le 21 juin, Donita a quitté la maison de son frère, près des avenues Lodge et Taylor, disant à sa plus jeune fille qu'elle reviendrait tout de suite. Mais nul ne savait que ce serait la dernière fois qu'il la verrait. La femme de 44 ans n'est pas rentrée ce soir-là et toutes les tentatives de contact ont échoué. Le lendemain matin, lorsque les membres de la famille se sont rendus compte qu'elle n'avait pas répondu à leurs appels, ils l'ont signalée disparue au poste de police local et la recherche de Donita a commencé. La police a d'abord essayé d'entrer en contact avec elle, mais a constaté que son téléphone portable avait soit été éteint, soit été déchargé. Pour retracer ses déplacements, les enquêteurs ont vite analysé les vidéos de surveillance et examiné des heures d'enregistrement. Il ne leur a pas fallu longtemps pour tomber sur des images de Donita, où on la voyait vers 20h16 la veille au soir, quittant un motel du quartier Est à Evansville. Les caméras de sécurité l'ont ensuite filmée dehors avec une personne non identifiée. Après s'être éloignée de cet homme, on la voyait monter dans un Chevrolet Suburban argenté de 2004 équipé d'un toit ouvrant et de vitres teintées. Et enfin, ils avaient une piste. La police a analysé d'autres vidéos retraçant le parcours du SUV dans lequel la femme disparue était montée. Le véhicule a traversé le sud-ouest de l'Indiana, puis le sud de l'Illinois. Les enquêteurs ont réussi à découvrir que le téléphone de Donita avait émis 5 signaux dans cette zone, plus précisément autour de Carbondale, dans l'Illinois. Les signaux se sont arrêtés brusquement aux premières heures du matin suivant. Les autorités ont pu déterminer qui était le propriétaire du SUV et ils ont rapidement retrouvé cette personne. Mais elle aurait refusé de coopérer avec l'enquête, ce qui a fait que l'affaire s'est enlisée de façon troublante. Quelques jours avant la disparition de Donita, un événement sinistre s'était déjà produit. Selon la famille, elle recevait des messages de plus en plus menaçants de la part de 2 hommes. L'un des individus était un ancien petit ami. Selon les dossiers du tribunal, il avait été arrêté 4 fois entre 2018 et 2019, apparemment pour violences domestiques et coups et blessures. Donita était mentionnée comme victime. Bien que leurs identités n'aient pas été rendues publiques, ces 2 hommes et le propriétaire du SUV ne sont pas considérés comme des suspects dans cette étrange disparition. L'affaire est toujours en cours d'enquête, sans aucune avancée pour le moment. Une récompense de 5 000 $ a été offerte pour toute information permettant de retrouver la femme disparue. Les informations peuvent être transmises au service de police d'Evansville au 12-436-7979. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.